Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Donatien Gros et au nom de Laurence Descartes, présidente directrice du Musée du Louvre, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette troisième séance des leçons d'artistes de Kader Attia qui vient conclure le cheminement de 3 leçons que nous avons vécues avec Kader. Cette leçon, Kader l'a pensée comme une constituante du regard, comme une expérience polyphonique, suivant la phrase célèbre de Michel Laclotte, où des voix viendront nourrir notre réflexion sur le regard, l'économie du regard, et viendront proposer une expérience collective de ce que vivre à l'ère du numérique, à l'ère de ces technologies qui, comme le dit souvent Kader, menacent de contrôler nos vies et notre créativité, tout ce que cela peut vouloir dire, évidemment dans ce lieu si particulier qu'est le musée, où nous regardons des œuvres face à face. Je voudrais signaler, remercier d'abord évidemment Kader Attia pour ce cheminement, remercier les équipes de l'auditorium et signaler un aspect non négligeable que je viens de mentionner, c'est le caractère collectif de cette expérience. Et donc je voudrais vous marquer la présence parmi nous de Tarek El Haris, de Philippe Dagen, de Rabat Konavi et de Ismaël Chaïb, qui vont participer, venir nourrir la réflexion de Kader. Parce que ce que vous allez vivre, ce n'est pas une conférence ex cathedra, c'est une expérimentation, c'est une performance, c'est un tissage de la parole de l'artiste et des paroles autres qui viennent la faire renaître. Je voudrais aussi signaler la participation pour la première fois, c'est la première fois que ces 3 écoles travaillent ensemble, Sciences Po, l'École des Beaux-Arts et l'École du Louvre, qui ont accompagné Kader et qui vont accompagner sa parole. Et à cet égard, je voudrais nommer les membres des équipes, Audrey Ilouz et Jean-Baptiste de Beauvais aux Beaux-Arts, Carole Fonticelli et Ludovic Raffaelli à l'École du Louvre, Sybille Géraud et Pauline Labible-Lamour à Sciences Po. Je voudrais nommer les élèves aux Beaux-Arts, Jeanne Grenois, Meissa Moubarak, Princesse Diamkopara, Caroline Rambaud, Sohani Marie-Rose, Pierre-Nicodème Mutel, Baptiste Agnero-Rigaud, Ilona Plissono, Bantan Kanté, Maëva Dalaïté, Jules Chabrouska, Christelle Pereira, Aril Nancy Gouyongva, Teata Apaita'a, Boris Arouimi, à l'École du Louvre, Marie Loudéa, Titouan Guillemot, Agathe Bonin, Gauthier Schmitt, Marine Dong, Alice Rochepeau, Victoire Aubanel, Céline Kahn, Vivien Henrion, et à Sciences Po, Théa Vota et Aurore Gillet. Vous les entendrez aussi ce soir. Je laisse la parole sous un tonnerre d'applaudissements à Kader Attia. Merci Donatien. Merci pour cette présentation, mon cher Donatien, et surtout pour cette très très belle invitation, à laquelle vraiment aussi je ne peux m'empêcher de remercier la présidente Laurence Descartes et toute la vision qu'elle a justement de faire de ce musée en tout cas un horizon pour le XXIe siècle, qui va d'une certaine manière résonner dans ce dont on va parler ce soir. Toutes les équipes qui rendent ces événements possibles. Bien sûr, Nicolas Marbeau qui fait un travail formidable aux côtés de Donatien, mais vraiment toutes les personnes, la communication, les directeurs de département que j'ai à chaque fois la chance de rencontrer, et même surtout l'équipe technique ce soir, qui est toujours très très OP. D'ailleurs, je vais faire un test tout de suite pour voir si j'ai pas perdu la main. Voilà, donc je l'ai pas. Et puis le deuxième test crucial, de mettre mes lunettes. Mais non sans vous remercier à tous d'être ici, d'avoir bravé les premiers frimas de l'automne qui arrive, pour expérimenter ensemble, j'ai envie de dire physiquement, vous allez comprendre pourquoi après, une individuation collective. On est tous des individus en mouvement, on n'est pas seulement des noms. Le regard, ou plutôt le corps-regard. Depuis l'enfance, mon expérience du regard s'est toujours forgée de concert avec celle du corps. Par exemple, lors de cette longue marche à travers les quartiers du 9-3
que j'avais décrite lors de ma première conférence, s'achevant devant une barrière qu'il me fallut escalader difficilement, vu mon jeune âge, pour assister à une scène unique, celle de la star de la soul music, James Brown, se produisant dans le parc de la Courneuve à l'occasion de la fête de l'humanité en 1982. J'ai compris alors que le regard et le corps étaient liés depuis l'expérience la plus élémentaire. On verra James Brown plus tard. Plus tard, étudiant, mes lectures m'amenèrent à découvrir que l'expérience du corps-regard pouvait se retrouver dans celle du miroir, analysée chez l'enfant par Henri Vallon, puis plus tard Jacques Lacan. Le rôle crucial que joue le miroir dans l'acquisition de la conscience de soi par l'enfant, prémisse de son autonomie, lui permet, par la perception visuelle, l'unification de son corps, qui, jusqu'à présent, lui semblait morcelé. Et de cette renaissance autonome naît la différenciation, ou bien aussi le détachement, de lui-même par rapport à sa mère. Ce processus qui se déroule entre l'âge de 6 et 18 mois suit 4 étapes. La confusion avec un autre enfant, le malaise devant le reflet, puis l'identification de sa propre image, aboutissant à la construction du moi et à l'autonomie. Comme je l'avais dit lors de mes précédentes conférences, il me semble donc plus pertinent, lorsqu'on parle de regard, de parler de corps-regard. Car que ce soit face au miroir, dans la rue, dans un musée ou une grande exposition d'art contemporain, le regard est aussi bien un phénomène oculaire que corporel. Et puisque l'on parle d'un corps regardant, au milieu d'autres corps regardants, le corps-regard est aussi l'objet et le sujet d'un langage, puisqu'il communique avec les autres corps par le regard. La deuxième trame que nous avions tissée ensemble lors des conférences précédentes est beaucoup moins tangible que celle de la réalité corporelle du regard. Elle se nomme trace. J'avais pour cela évoqué la question quasi quotidienne que nous posait notre maman au réveil lorsque nous étions enfants. Chaque matin, pendant que nous prenions notre petit déjeuner traditionnel algérien, el mesfouf, couscous beurré sucré au raisin sec, avec un petit bol de lait fermenté froid. Un délice. Notre mère nous demandait « De quoi avez-vous rêvé la nuit dernière ?» Alors nous racontions nos rêves, chacun à notre tour, et elle les écoutait, puis elle les interprétait. Souvent, nous ne nous souvenions pas de notre rêve, ou étions trop concentrés à avaler le petit déjeuner, alors elle poursuivait par « Eh bien, puisque personne ne se souvient, je vais vous raconter le mien. J'ai rêvé de votre grand-mère qui est venue me visiter depuis l'autre monde. Elle va très bien. Elle vous voit tous les jours. Lorsque vous allez à l'école, lorsque vous jouez ou vous chamaillez avec vos amis. Elle est très heureuse là où elle est. Et depuis là-bas, elle veille sur vous, elle vous protège. Dans notre culture, voyez-vous, les vivants et les morts partagent la vie quotidienne. Et cela implique un autre rapport aux fantômes, loin de la description terrifiante que l'industrie culturelle, notamment le cinéma hollywoodien, a développée. J'ai longtemps réfléchi à ce que ma mère appelle fantôme. Il me semble qu'aujourd'hui, ces spectres vivent en moi à travers ma pratique d'artiste, où chaque création est un dialogue avec cette part invisible de mon histoire, au point étrange d'un dialogue silencieux qui parfois aboutit à une œuvre sculpturale ou visuelle, un collage, un film, une sculpture en bois. Ce que ma mère, comme Jacques Derrida, appelle fantômes, je les appelle traces. Pourquoi la question de l'avenir du regard est-elle cruciale aujourd'hui et pourquoi prend-elle toute sa dimension dans un musée ? La révolution du regard que nous vivons aujourd'hui est comme toutes les révolutions inévitable. Elle se joue, comme ce fut souvent le cas, avec les révolutions qui l'ont précédée, à l'insu du peuple qui la réalise. Les forces à l'œuvre derrière ces grands changements se situent en deçà et au-delà d'un projet social dans la vie quotidienne. Elles sont inévitables, mais pas incontrôlables. La vie quotidienne est l'objet principal des convoitises de ces mêmes forces économiques et politiques, comme l'a très bien expliqué le philosophe Henri Lefebvre dans son analyse visionnaire réalisée dans les années 60.
Elle est le terrain d'exploitation de la modernité capitaliste d'après-guerre. Après avoir créé les besoins de consommation des objets que produisaient les masses, la modernité capitaliste a créé les besoins d'information journalistique, ponctués des publicités pour acheter ces mêmes produits. Ces actualités, après avoir été diffusées au cinéma, ont été diffusées à la radio, le matin, avant d'aller au travail, et plus tard, à la fin de la journée, avec les journaux télévisés. Le capitalisme extracteur s'est étendu à l'industrie du loisir, puis à l'industrie culturelle, dont déjà Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer et toute l'école de philosophie de Francfort avaient prédit l'hégémonie avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30. Cette extension n'a eu de cesse de grignoter le temps libre que le travail laissait à l'individu. La conquête de ces espaces temporels de production inexploités par le capitalisme s'est progressivement transformée en conquête de l'attention au fil des décennies. L'économie de l'attention s'est développée de concert avec une profusion d'images qui, renforcée par la technologie numérique de ces 20 dernières années, a aboli les frontières de l'espace et du temps, convertissant notre attention en un flux monétaire à notre insu. Toutes les formes d'attention, de l'ouïe à l'odorat, en passant par le toucher, seront aussi visées par cette extraction. Mais en ce qui concerne ce projet global à destination de la majorité des êtres humains, c'est le regard, et en particulier la captation du regard, qui régit la plus grosse part de l'exploitation attentionnelle. Ce qui nous amène au musée, c'est qu'il est encore, pour l'instant, au même titre que les espaces d'exposition d'œuvres d'art en général, le lieu de la transformation du regard par l'expérience physique de la rencontre de l'œuvre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure l'importance que j'accorde au fait que vous soyez là, qu'on se retrouve à un endroit. Il est donc aujourd'hui plus que jamais urgent de poser la question de la perception des images qui saturent nos environnements et de sa réappropriation et de sa protection. Pendant des siècles, les pouvoirs économiques, politiques et religieux ont manipulé notre regard pour garantir leur emprise sur la psyché du peuple. L'époque que nous vivons, à la lumière de cette question relative à notre perception et de notre pouvoir d'interprétation, est inédite en ce qu'elle nous donne à voir des choses fausses, mais représentées avec une qualité visuelle proche de la perfection. Nous avons tous été récemment bluffés par la qualité d'images vidéo trompeuses produites par des intelligences artificielles, montrant des scènes incroyables. Un homme politique dans une scène inimaginable, car totalement inattendue, ou une terrifiante scène de cauchemar que la qualité de l'image rend encore plus terrifiante. Les conséquences de cette prouesse technique sont à la fois jouissives pour l'attention et graves. L'une des conséquences de cet aspect schizophrénique de cette nouvelle réalité, où nous hallucinons notre monde, est celle d'un paradoxe crucial. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, n'avons-nous connu un moment où voir un événement était à la fois aussi certain qu'incertain. La qualité plastique des images diffusées en ligne, lorsqu'elles sont fausses, les a rendues si proches du réel qu'elles nous émerveillent. Seulement, après la phase d'éblouissement, qui aura duré une certaine période, notre bon sens perceptif s'est mis à douter. Un automatisme de méfiance s'en est enfui inévitablement. Aujourd'hui, l'effet voulu par l'émetteur du message visuel produit par une IA, quand je dis IA, je parle d'intelligence artificielle, dépasse l'intention initiale. Les conséquences de notre accoutumance à cet environnement d'images fake, donc fausses, dépassent cette réalité fausse. Même lorsque l'image est vraie, il est de plus en plus fréquent de constater qu'elle produit du doute dans l'esprit des spectateurs. En effet, il n'est plus rare, lorsque nous sommes confrontés à une image représentant un exploit ou une chose incroyable, mais bien réelle, de douter de sa véracité. Plus rien n'est crédible. J'ai pu le lire régulièrement dans les commentaires des réseaux sociaux, à propos d'un geste ou d'un moment exceptionnel, mais toujours aussi réel. C'est de l'intelligence artificielle, c'est pas possible. La puissance de calcul à l'origine des IA ne cesse de se développer et plus elles se perfectionnent, plus elles nous font perdre pied dans la réalité. Cet éloignement hallucinatoire de l'expérience du regard engendre une conséquence grave de notre perception. La dépossession de notre pouvoir d'interprétation, inhérent à cette expérience du regard. Bien que l'industrie de la technologie des IA et de la collecte des données prétende le contraire, cette expérience n'est ni quantifiable, ni anticipable, ni programmable. L'expérience du regard est un jeu entre conscience et inconscient, ce que l'IA n'est pas.
Les conséquences du perfectionnement de la technologie des machines apprenantes, quand je dis machines apprenantes, je parle des IA, donc des intelligences artificielles, qui interagissent avec nous au quotidien, sont aussi bien cognitives et intellectuelles que éthiques et politiques. Plusieurs questions soulèvent l'urgence de réflexion citoyenne comme la nôtre pour, à notre petite échelle, croisant nos domaines de compétences différents, essayer de semer les graines de ce qui servira peut-être un jour, nous le souhaitons, la régulation de ce développement et de ses applications dans notre société avant qu'il ne soit trop tard. Cette accélération de l'hégémonie de la technologie numérique a atteint notre regard. Elle occupe de plus en plus notre espace et notre temps. On revient à la vie quotidienne. Et ce de notre vie quotidienne à notre géographie interne et externe. Elle dessine un futur pour les générations qui viennent contraire aux valeurs humaines qui nous ont amenés ici et repose sur des socles de plus en plus fragiles. Alors c'est important donc de faire une généalogie de ce dont nous parlons. Comment on pourrait, à travers l'histoire, tirer le fil de ce continuum? Parce que moi, je ne crois pas à la spontanéité des choses qui tombent du ciel. Si les développements sans précédent des IA polarisent notre société quant aux pouvoirs bénéfiques qu'ils apportent, ou au contraire les désastres dont ils sont les facteurs, il est intéressant de voir que les défenseurs des IA émanent souvent des structures de pouvoir politique ou économique de notre société. Ce que l'on pourrait qualifier de technolibéralisme reflète les dérives les plus immorales du capitalisme de la technologie numérique, où pour des raisons de profit financier hors normes, toute une rhétorique du bonheur est mise en avant, prétendant que l'IA solutionnera tous les problèmes majeurs de l'humanité et de son environnement naturel. Une confiance aveugle en la science, la puissance de la technologie, de sa vitesse de calcul, qui prétend solutionner de la crise environnementale à la crise alimentaire, inhérente à l'explosion de la démographie mondiale, alors qu'en réalité, elle ne fait que contribuer à accroître ces crises. Du point de vue de l'environnement, l'IA est une catastrophe. Les data centers et le tout IA nécessitent déjà des consommations d'électricité hors normes. Et de la Chine aux États-Unis, la solution passe au second plan, derrière la demande. Des barrages sont construits pour refroidir et alimenter les data centers en électricité. Cet aveuglement de l'effet de la technologie, jusqu'à y voir le futur idéal, on va faire une petite pause là justement avec la scène, et la captation des millions de regards de cette œuvre splendide, pour anticiper justement notre regard. Donc je recommence. Cet aveuglement de l'effet de la technologie jusqu'à y voir le futur idéal ne date pas d'hier. Tout comme son accointance avec une vision politique suprémaciste de la société où la vitesse de la technique et sa précision sont associées à la virilité et à la puissance des armes, ainsi, par exemple, le mouvement artistique avant-gardiste, dit futurisme, au début du XXe siècle, porte en lui les bases de ce que l'on pourrait mettre en relation avec ce qui s'appelle aujourd'hui le libertarianisme conservateur, dont les personnalités hautes en couleur se considèrent comme une minorité, assiégée, agissant comme une avant-garde des idées capitalistes radicales. Elon Musk n'a pas le talent créatif d'un Filippo Marinetti, évidemment. Il a d'autres talents, il faut quand même lui reconnaître ça. Écrivain italien, d'un Filippo Marinetti, écrivain italien fondateur du mouvement futuriste, et il est loin d'avoir sa capacité à drainer dans son sillage, par la poésie, la littérature, le théâtre, toute une génération d'artistes exceptionnels, comme Boccioni, Severini, Balla, etc. Il est néanmoins dans le sillage de Marinetti, car l'influence de ce dernier dépassait les frontières de l'art. En effet, Marinetti conseilla Benito Mussolini à partir de sa vision d'une révolution futuriste qui se fonde sur la guerre comme accomplissement de la puissance technologique, de la vitesse sur le reste du monde obsolète. Ainsi, Musk a aussi contribué à la réélection de Donald Trump, convaincu que la technologie et la politique sauveront l'humanité de la décadence dite woke dénoncée par les MAGA. Tous les mouvements d'avant-garde n'étaient pas fascistes, heureusement, mais le plus virulent et surtout le plus prolifique fut le futurisme. Et tout comme ce libertarianisme conservateur de la Silicon Valley qui soutient de façon quasi mystique que l'intelligence artificielle fait partie de l'évolution voulue par Dieu pour l'humanité, il vouait à la technologie une admiration quasi irrationnelle. Jusqu'à ce qu'arrive le surréalisme, nous en parlerons plus tard.
Entre ces mouvements, il y a eu beaucoup d'oppositions, en fait essentiellement des oppositions. Le futurisme porté sur la virilité martiale du progrès, reléguant la femme au rang de comparse, fut aussi un mouvement pro-colonialiste, ce qui l'inscrit encore à l'opposé du surréalisme. Ce qui est très intéressant dans le cas d'une recherche comme celle-ci, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai toujours été intéressé par les ambivalences en fait, de tout, que les choses ne sont jamais ni noires ni blanches, plutôt grises. C'est de découvrir que certains artistes non seulement épousent cette vision futuriste, suprémaciste, fascisante des théories de Marinetti, mais vont aussi, alors qu'ils sont dans une conception colonialiste de leur rapport à l'Afrique, par exemple, vont aussi, comme c'est le cas de Promploni, développer une sorte de sujet africain futuriste, robotique. Hein, on va le voir, je crois, si je ne me trompe pas dans mes images, justement avec lui. Et sa fascination pour Joséphine Baker, c'est de l'imaginer comme un robot. Donc c'est l'affiche d'une pièce de théâtre où il décrit comme ça. Alors là, la légende qu'on trouve au dos, comme j'ai voulu la traduire parce qu'elle reste quand même raciste, mais il y a cette vision comme ça du sujet. Et le roman de Marinetti que je vous ai montré avant, Mafarka, c'est aussi un sujet africain. Alors que Marinetti a soutenu la colonisation, en tout cas la tentative de la colonisation d'Éthiopie. Là, j'ai mis cette image parce qu'elle va vraiment parler à la personne à qui je vais donner la parole tout de suite, Philippe Dagen, puisqu'en plus de cette fascination, Promploni, il a, alors là, pour moi, c'était un bonheur de découvrir ça, aussi une sorte d'influence comme ça de l'esthétique d'Afrique de l'Ouest. Moi, je retrouve certains masques là, du Burkina, du Mali. Donc ça ouvre une fenêtre sur justement la problématique, à mon avis, du futurisme, c'est qu'ils avaient beaucoup de talent, les artistes, mais ils étaient aussi dans un processus colonial, peut-être depuis la position dans laquelle ils étaient. Cher Philippe Dagen, je vous transmets la parole. Là, tu me vois en public. Voilà, exactement. Bon, écoute, merci de ton invitation. Moi, je vais être bref. C'est juste une note de bas de page que j'apporte à ton texte, à ta demande, sur, en effet, la question du futurisme, de la guerre et de la technique. Donc, si tu veux bien, puisque c'est toi qui es le maître des images, et pour ne pas perdre trop de temps, voilà, c'est vraiment un haïku. C'est juste pour rappeler une ou deux choses et les mettre au pire, puisqu'évidemment j'ai le rôle funeste. Donc en effet, comme tu l'as dit, le futurisme a le culte de la machine, et ce culte de la machine et de l'homme nouveau qui va avec est généralement mis au service d'une politique de destruction. Alors, dans un premier temps, ça peut paraître, si j'ose dire, relativement anodin. On se borne à un tableau de Severini qui est évidemment lié au contexte de la Première Guerre mondiale, où on voit bien comment les fantassins font corps avec la machine. Et le fait que ce soit un train blindé n'est pas tout à fait anodin, puisque c'est évidemment l'un des derniers cris de la modernité. Mais si on peut continuer, avec l'image suivante, s'il te plaît. Voilà. En fait, le futurisme, ce qu'on oublie souvent, c'est fixé plutôt sur l'idée de l'aviateur. L'aviateur, c'est l'incarnation du moderne, c'est l'ingénieur, c'est la technique à son plus haut degré de perfection. Et cette technique, en Italie, dans l'entre-deux-guerres, elle est, si j'ose dire,
naturellement mise au service du régime fasciste. Alors vous avez là, par exemple, un portrait, un aéroritrato, c'est-à-dire un portrait aérien de Mussolini aviateur, qui est évidemment tout à fait allégorique et tout à fait fantastique. Mussolini n'est pas un aviateur, mais comme il est l'ingénieur en chef de l'Italie moderne, il peut être assimilé à une telle fonction, et le futurisme a engendré une branche, l'aérofuturisme, qui tout au long des années 30 a eu un certain succès national et international. Alors, si on s'en tenait là, la suite s'il te plaît, si on s'en tenait là, ce serait relativement anodin. Ça serait peut-être pas agréable, mais en fait, cette apologie de la modernité aérienne, elle est inséparable de la politique, en effet, colonialiste du régime fasciste, et en particulier de la conquête de l'Éthiopie, dans laquelle le déséquilibre entre les forces militaires en présence est évidemment flagrant. Et cela donne, ce n'est qu'un exemple, encore une fois, un tableau comme celui-ci qui est très moderne de facture, mais qui, en fait, est l'apologie de la destruction des populations civiles éthiopiennes par l'aviation italienne AO. Ici, n'étant pas, comme en français, l'abréviation d'Afrique occidentale, mais étant en fait l'abréviation d'Afrique orientale, puisque c'est dans l'Afrique de l'Est que le régime fasciste, après avoir ravagé, enfin, c'est pas le régime fasciste, c'est l'Italie, après avoir ravagé la Libye avant la Première Guerre mondiale, ravage l'Éthiopie. Alors, Marinetti, que tu as cité, est en effet tout à fait partie prenante là-dedans. Alors on va en voir quelques exemples immédiatement. Next, please. Avec une chose un peu rare, dans une revue qui s'appelle Santelia, qui était l'une des revues principales du mouvement futuriste, on pourrait presque dire futuristo-fasciste, en 1935, à l'initiative de Marinetti, paraît cette page, La guerre du futur. Et comme vous pouvez le voir plus ou moins, je ne sais pas si c'est possible d'agrandir un petit peu, de faire un zoom avant qui permettrait de mieux voir, par exemple, les images qui sont dans la partie supérieure. Alors, je vous explique. Celle que vous avez au centre, c'est une image évidemment fictionnelle de la butte Montmartre après un bombardement au gaz. Bombardement au gaz réalisé par une aviation dont vous voyez au centre les bombes chargées. Et à droite, c'est encore un peu plus étrange, c'est la même idée du bombardement au gaz, mais appliquée cette fois-ci à l'Assemblée nationale française. Et ce sont des images futuristes de 1935, avec évidemment tout ce qu'elles sous-entendent, y compris de haine de la démocratie, puisque ça ne tombe pas tout à fait par hasard sur l'Assemblée nationale. Mais si on va un petit peu plus loin, et si l'on revient à l'Éthiopie, on se souvient peut-être que l'aviation fasciste a effectivement bombardé la population éthiopienne avec des projectiles chargés d'hypérite, c'est-à-dire du gaz moutarde qui était employé pendant la Première Guerre mondiale, et qu'on estime qu'il y a eu à peu près 17 000 morts dans la population civile éthiopienne qui ont été causés en 1936-37 par ces bombardements italiens. Alors, Marinetti ne se borne pas à faire l'apologie de la guerre moderne, parce que les gaz aussi, c'est très moderne, par les images. Il y a aussi le texte. La suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors là, vous n'aurez pas le temps de le lire. Vous voyez que c'est publié dans la Gazzetta del Popolo, donc en fait un quotidien qui est largement répandu. C'est l'esthétique futuriste de la guerre. C'est en effet un texte de Marinetti, que vous trouverez d'ailleurs, sa traduction française n'est pas une rareté. Donc la guerre a sa beauté car elle sait remodeler de manière géniale les paysages terrestres et marins, par ses artilleries inspirées et ses torpilles sculptrices. On a même
en fait, on a un peu moi, j'ai un peu de peine à comprendre comment on peut écrire des choses pareilles. La guerre a sa beauté car elle sert la grandeur de la grande Italie fasciste, qui est cette Italie qui va s'engager donc dans la guerre de conquête de l'Éthiopie. C'est un texte de Marinetti, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Je rappelle quand même pour mémoire que Marinetti a tenu à rejoindre Mussolini lors de la République de Salo en 1944 en Italie et qu'il est mort en essayant de s'enfuir vers la Suisse au moment où la défaite de ce dernier réduit fasciste était inéluctable. Donc Marinetti, en effet, c'est la confusion de l'avant-garde, de la poésie, des mots en liberté, du cubisme, du futurisme, de l'apologie de la machine et de l'apologie de la guerre. Et malheureusement, ai-je envie de dire, un peintre comme Giacomo Balla aussi, puisque si vous regardez ce tableau un peu attentivement, vous allez comprendre qu'au centre, les formes architecturées orthogonales, c'est en fait le fantôme du faisceau, c'est-à-dire du symbole du faisceau des licteurs, c'est-à-dire du faisceau, symbole de l'Italie fasciste. Et que de part et d'autre de ce faisceau fasciste volent des bombardiers, des hydravions, qui sont ceux, en effet, que l'aviation mussolinienne va employer pour réduire la résistance de la population éthiopienne. Avec en bas Balbo, Italo Balbo était l'un des héros de l'aviation italienne. C'était une sorte de enfin bon, je ne vais pas faire de comparaison qui serait déplacée. Voilà donc à quoi mène la confusion entre, enfin je ne sais pas si elle serait déplacée, entre le fascisme et le futurisme. Et pour finir, car je crois que c'est la dernière image, voilà, à laquelle je tenais un peu, elle est peut-être encore moins connue que les autres, et c'est le contre-Guernica, qui n'a évidemment pas tout à fait la même notoriété que l'autre, puisque ce Cesare Andreoni, qui est lui aussi un aérofuturiste, peint en 1936 ce tableau qui s'appelle d'ailleurs, qui ne s'appelle pas La Guerra d'Espagne, je pense que ma légende était incomplète, c'est La Guerra d'Etiopia et d'Espagne, la guerre d'Éthiopie et d'Espagne, et ce tableau est une apologie des bombardements que l'aviation mussolinienne, comme l'aviation nazie, a commis sur les populations et sur les forces républicaines espagnoles, raison pour laquelle, au centre, figure un Christ, puisque, comme l'on sait, c'est au nom du Christ que combattaient les franquistes, que Mussolini et Hitler venaient avec une telle solidarité soutenir, et constater que l'avion, dans cette peinture, est partout. Merci beaucoup Philippe pour ces précisions et surtout cette conclusion absolument fascinante. La question du regard est liée à celle de l'histoire, comme toute forme de lecture. Et comme toute lecture de texte, de faits, de bandes sonores, etc., lorsqu'il s'agit d'œuvres d'art, cette relation de leur existence à la lumière de l'histoire avec un grand H nécessite une constante mise à jour éthique. Même si l'on est convaincu de ne pas être affecté par ce processus, la mise à jour intellectuelle se fait automatiquement dans notre esprit. Lire un texte ou une œuvre, c'est lire depuis une position dans l'espace et dans le temps. Cette mise à jour attentionnelle est ce qui nous fait jouir du temps présent de l'œuvre d'art, sentir vivre sa pertinence en nous, sa beauté inattendue, sa force, le changement qu'elle génère et qui résonne encore, les mystères qu'elle cache, etc. Bien d'autres critères sont interrogés inconsciemment et consciemment par le regardeur dans le présent de l'expérience artistique. Si Marcel Duchamp nous dit « c'est le regardeur qui fait l'œuvre », je me permets de penser qu'il parle du temps de l'expérience de l'œuvre. En réalité, il me semble que l'une des particularités métaphysiques de l'œuvre d'art, c'est de ralentir le temps. L'histoire de l'art accompagne l'histoire tout court. Elle est, comme cette dernière, sélective, depuis la position selon laquelle ses auteurs la rédigeaient, dominante sur les autres. Elle s'est écrite au détriment des dominés, soit par leur invisibilisation, soit par une hypervisibilité saturée qui a le même effet.
L'éducation du regard a été ainsi biaisée par des stéréotypes que bien des artistes ont essayé de déjouer, parfois en y parvenant, mais pas pour tous les sujets. Dénoncer le classicisme de la société conservatrice qui les précédait, comme l'ont fait les avant-gardes, a été possible jusqu'à un certain temps, puisque toute avant-garde a été rattrapée par son propre académisme. Du point de vue politique aussi, certaines dénonciations ont particulièrement été possibles, parce qu'elles émanaient de la même classe qui regardait ces œuvres. La bourgeoisie qui aspirait à un changement, à la réinvention d'un nouveau langage, à l'horizon d'un nouveau marché. Ce phénomène s'est longtemps répété. Il continue de nos jours. Pris au piège de ce système pernicieux et inique qui les domine et les nourrit, les artistes surréalistes avaient beau être anticolonialistes, la bourgeoisie n'a retenu et célébré d'eux que leur goût et travail fondamental sur le rêve et la transgression. En somme, leur dépolitisation. Or, c'est bien l'anticolonialisme de ce mouvement qui le rend contemporain de notre temps. Lorsque l'on regarde une œuvre d'art aujourd'hui dans un musée, que ce soit dans le plus grand musée du monde où nous nous trouvons en ce moment même, ou au Prado, ou au British Museum, et bien d'autres, nous percevons ce que nous voyons à la lumière des critiques de la colonialité. À des degrés différents, certaines personnes seront choquées et d'autres un peu moins, voire seulement gênées par la représentation de la femme indigène ou de l'homme noir, toujours dans des positions sociales de subalternes, de fantasmes sexuels ou dans le perpétuel rôle d'un des rois mages, toujours objet du sujet qui affirme et décide, depuis sa position dominante. Quoi montrer et comment ? Pourtant, progressivement, la question s'éveille dans l'esprit du spectateur. Pas encore comme un réflexe, mais elle germe. On ne peut plus montrer ce genre de cliché. Elle finira par s'imposer à chaque fois devant ce type de scène. Comme le dit l'autrice du livre Race After Technology, alors, là on parle de Roi Benjamin, comme le dit l'autrice du livre Race After Technology, Roi Benjamin, la structure des IA, née et développée aux États-Unis, est entrelacée avec leur système social et racial biaisé depuis 200 ans. Le code juridique qui a normalisé la ségrégation raciale, appelé le Jim Crow Code, a inspiré l'autrice dans sa critique de la gouvernementalité algorithmique. Le terme code Jim Crow désigne l'ensemble des lois, coutumes et pratiques qui ont imposé la ségrégation raciale et la discrimination à l'encontre des Noirs aux États-Unis. Ce système ancré dans une idéologie raciste, incarnée par les lois Jim Crow, largement répandues, imposait la ségrégation dans les lieux publics tels que les écoles et les transports et dictait aux Noirs un code de conduite subordonné dans leurs interactions avec les Blancs. La gouvernance algorithmique est nourrie de ces préjugés racistes qui se distillent dans notre perception des images qu'elle nous donne à voir et à penser. Ce biais est issu d'une normalisation qui n'a pas été mise à jour virtuellement et génère en cascade des interprétations dangereuses des algorithmes, dont les conséquences dans le réel sont dramatiques. C'est le cas, par exemple, des logiciels utilisés par le département de la justice américain, en l'occurrence le logiciel Judge Compass, qui fait arrêter... le logiciel juge, parce que moi je considère que ce n'est pas un juge ce logiciel, et qui s'appelle Compass, qui fait arrêter des personnes en prétendant que l'algorithme prédisait qu'elle allait commettre un crime. Donc vous sortez de chez vous, on vous arrête. Ah, l'algorithme pense vraiment avec certitude que vous êtes sur le point de commettre un crime dans 15 jours. Aníbal Quijano Obregón, fondateur de la théorie de la colonialité du pouvoir, fut un sociologue militant et théoricien politique péruvien et œuvra contre cette normalisation des avatars répressifs, ségrégants et racistes de la colonisation après les indépendances. C'est très important ce que je fais d'aller et venir entre ce qui nous attend et d'où ça vient. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rupture. La mise à jour, elle aurait dû être faite avant, en fait. C'est la normalisation de l'héritage du colonialisme à travers les angles morts et les non-dits de la modernité, ce que la psychanalyste algérienne Karima Lazali appelle le non-lieu, dans son essai « Le trauma colonial ». Entre parenthèses, et là je cite Karima, « ça n'a pas eu lieu », qui sera toujours en jeu dans la question du regard avant les intelligences artificielles et au-delà. Ce que nous ne voyons pas et qui pourtant articule notre perception biaisée du monde et de l'histoire depuis la position dans laquelle la muséographie nous a placés, perdurera et peut-être s'aggravera avec une technologie de la perception qui ne sera pas mise à jour. Mais il y a autre chose. La continuité de cet héritage maintient la dominance de l'état de fait sur l'état de droit. Le fameux, et là je cite Shoshana Zuboff, le qui décide,
dirait Shoshana Zuboff. Il décide de représenter. Dans le cas de Shoshana Zuboff, c'est qui décide de toutes ces lois, dont on parlera un peu plus tard, qui parasitent notre pouvoir d'interprétation les plus profonds, notre intuition, etc. Il décide de représenter depuis sa position ce qu'il croit avoir inventé. Je reviens au regard. Et à qui décide la position depuis laquelle on regarde. Et c'est ici l'autre forme inique de domination par le récit de l'histoire. L'appropriation de l'existence du sujet passé et en devenir, par l'effacement de son propre récit existentiel, le fameux « ça n'a pas eu lieu », fait démarrer l'histoire à partir de la date du premier contact, prétendant ainsi découvrir un autre monde en 1492. En niant ce qui existe déjà, l'occupant prétend qu'il découvre un nouveau monde. S'il est une forme contemporaine de la continuité de cet héritage, et je dirais même de la renaissance perpétuelle du colonialisme, elle réside dans l'hégémonie de la technologie d'un processus pernicieux de son discours. La technologie numérique associée au capitalisme néolibéral nous vend l'idée du progrès conquérant de nouveaux territoires. Ça, on le sait. Les territoires de l'esprit, ça, on se l'explique. Sous couvert de la quête du bonheur social, nous le savons. La technologie numérique de l'industrie de la donnée prétend elle aussi découvrir et inventer ce qu'elle nomme, occupe et s'approprie, alors que ces territoires existaient déjà, comme la découverte du Nouveau Monde. La compréhension de comportements humains susceptibles d'être captés, retranscrits et revendus sous forme de données numériques par des algorithmes toujours un peu plus sophistiqués, a été vendue comme une découverte. Le premier algorithme extracteur, nous dit Shoshana Zuboff, dans son Surveillance Capitalism, a été déposé en 2006. Il s'appelle UPI, User Profile Information. On va traduire en français. Utilisateur ou capteur d'informations. C'est très dur à traduire. C'est un algorithme qui capte les données les plus intimes pour pouvoir profiler notre profil algorithmique, en fait. Et ensuite, c'est en cascade. Hein, puisqu'ensuite, les algorithmes, entre eux, se croisent leurs données et se perfectionnent. Depuis, donc 2006, depuis bientôt une trentaine d'années, on va dire, depuis, des millions d'algorithmes sont aux aguets de nos comportements et de leurs traces. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, moi je vais passer la parole aux étudiants, mais ce que je vous invite vraiment à lire, notamment dans le livre de Shoshana Zuboff, c'est ce passage où elle décrit Christophe Colomb qui arrive sur l'île de Cuba, il passe un certain temps, et puis ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils cherchent, de l'or, ils s'en vont, ils vont dans une autre île. Et là, ils atterrissent dans une île bien très développée, avec, il y a une analyse, il y a un texte très précis. Les gens ont de l'or, effectivement, mais ils ont aussi des architectures, ils ont même des terrains de jeu, tout un système. Il revient en Espagne en expliquant à Isabelle la reine que tout ça est à elle et qu'ils feront ce qu'elle demande, etc. Et c'est là où ça devient très intéressant. Bon, tous les historiens connaissent la chose. L'Espagne va formuler une affirmation, une déclaration qui va faire pour toutes les expéditions suivantes, à chaque fois, les conquistadors arrivaient, lisaient qu'au nom du pape, de la reine Élisabeth, de Castille, etc., et de Dieu d'ailleurs, vous êtes maintenant sujet de la couronne espagnole et à des indigènes qui ne comprenaient pas la langue. Et vous devez maintenant vous soumettre et y répondre. Personne ne comprenait, ils étaient massacrés et torturés, etc. C'est un texte rapporté par Bartolomé de las Casas. Alors, je vais passer maintenant la parole au groupe d'étudiants des Beaux-Arts de Sciences Po, avec grand plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Annette Bonin de l'École des Louvres. Moi, c'est Renton Nanté de l'École des Beaux-Arts de Paris. Et au long de nos écoles, nous avons parlé un peu de résistance dans cette intégration entre le réalisme et le numérique. Car nous croyons à la vertu de création de l'art. Et tout en utilisant la viralité interplanétaire et potentielle d'Internet, on pense pouvoir possible et on constate que des artistes permettent de recréer des ancêtres, de les inventer, de forger une esthétique de la résistance au sein des architectures algorithmiques.
Il s'agit de penser comment les pensées coloniales ont migré vers les espaces numériques. Puis, en partant de l'utopie de la technologie, pouvoir déjouer, court-circuiter la dystopie qui se joue face à nos yeux aujourd'hui, de la réplication du colonialisme à son subvertissement. Si le numérique poursuit la prédation du colonialisme, et ce, même à l'ère post-coloniale, en amplifiant les biais humains préexistants qui ont nourri la machine, ou les rapports de domination nord-sud, nous savons et croyons au chemin de traverse pour s'en sortir, au glitch dont nous allons vous parler. Prenons l'exemple du mème. Ce sont des images détournées, humoristiques, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Dans ces mèmes, on retrouve souvent des personnes qui ont des réactions exagérées, ce qui permet de rendre visibles nos émotions et d'égayer une conversation. Mais dans cette masse d'images qui circulent, on se rend compte de la surreprésentation des personnes noires et racisées. Cette surreprésentation cristallise leurs réactions, et les instrumentalise pour faire rire. Souvent, les mèmes s'appuient sur des scènes de films. Or, les rôles attribués aux acteurs noirs sont fréquemment stéréotypés. Par exemple, l'homme noir drôle, la femme noire énervée, etc. Ce mécanisme renvoie à des moments antérieurs de l'histoire, avec le blackface par exemple, où l'on caricaturait des personnes noires pour amuser un public blanc. Ce processus se répète aujourd'hui, dans le monde numérique, renforçant une théâtralisation et une fétichisation des représentations racisées. Certains artistes s'emparent de ces codes pour les retourner. Ainsi, Alim Smith retravaille la culture du mème en peignant les mèmes noirs les plus marquants lors du Black History Month, reprenant ses réactions exagérées pour les célébrer. Dans une autre approche, Martin Smith, avec She Made the Non-Hero, qui a été exposée à la Fayette Anticipation, elle utilise des snaps, des TikTok, des réels qu'elle insère dans un dispositif où le spectateur doit liker pour voir la suite. Elle pousse ainsi le spectateur à reproduire son comportement devant l'écran et interroge l'ambivalence de ces contenus massifs entre l'isolement et le sentiment d'appartenance. Certains artistes, comme Joséphane Cham, se saisissent de l'outil numérique pour coder une histoire différente de l'hégémonie et proposer, comme elle le nomme, des futuribles, soit des futurs possibles. Internet devient pour elle matière première. Films, photomontage, son, matérialisent un monde rêvé, des modalités de vie affranchies des narratifs dominants. Elle recrée des ancêtres, établit des filiations. Ses œuvres, expérimentées collectivement en musée, offrent de reprendre racine ensemble et d'étendre nos vies comme des rhizomes dans le numérique, en bifurquant. Elle utilise les armes technologiques pour inventer des scénarios alternatifs et imaginer un futur qui se départisse des scripts coloniaux. Si le techno-féodalisme est l'accaparement des richesses par une minorité qui en tire rente, il s'agit de renverser cet imaginaire. En tant qu'artiste ou simple usager-usagère, on propose de focaliser notre attention sur ce qui n'est pas recommandé, avoir conscience des logiques algorithmiques tout en les détournant. Il s'agit de dialoguer sur Internet, dans les musées, créer des liens en chair et en os ou en code sur nos espaces virtuels. On peut rêver de réécrire les algorithmes, de décloisonner les bulles informationnelles personnalisées à outrance, ou au contraire, agir en petits groupes, chacun dans son domaine, mais agir ensemble malgré tout. Tout cela pour ne plus être pris dans la toile de l'araignée technologique, mais devenir tisserand et tisserande, inventer de nouvelles trames, renforcer nos liens, réparer ceux qui sont sectionnés, et faire de la réparation une histoire digne à inscrire dans nos récits. Résister au colonialisme dans le numérique, c'est aussi penser les corps qu'il utilise, jusqu'aux travailleurs et modérateurs invisibilisés. C'est mobiliser nos propres corps pour créer, discuter, opposer des narratifs à partir de nos positions singulières. Par exemple, le média Histoire crépue de Someboy Vraiment, diffusé sur Switch et Instagram, travaille les questions de colonialité, d'identité noire, de lutte, d'émancipation. Il déjoue la spectacularisation raciste des corps et des histoires, propose des contre-représentations
et ouvre à des réflexions partagées. Excusez-moi. C'est une infiltration douce et dialectique. Utiliser le pouvoir de visibilité d'Internet pour mieux débusquer ces biais coloniaux et les subvertir collectivement. Au-delà des luttes liées directement au colonialisme, d'autres pratiques numériques ouvrent des pistes de résistance. Les forums en ligne, espaces d'intelligence collective, permettent de rompre l'isolement et les bulles informationnelles. Le Club 1, association qui ouvre des serveurs indépendants aux artistes, ou le site d'archives Leftover, illustre comment gagner en autonomie face à la dépendance aux grandes plateformes et aux axes politiques dominants. Pour finir, bien sûr, le numérique est ambivalent. Comme un couteau, c'est un outil et tout dépend de son usage. Mais il convient de rappeler que le numérique a aussi constitué un espace d'émancipation, par exemple pour des corps dits hors normes, leur offrant un lieu d'existence et de partage. Loin de l'image rigide des codes, il part des corps palpitants et permet de créer des espaces alternatifs, quand ces corps n'ont pas droit de citer, comme les corps gros, racisés, suspectés. On l'a vu récemment au Népal, il y a eu une révolte bien réelle qui a eu lieu et qui a été initiée par ce qu'on appelle la Gen Z, donc la génération Z. Et celle-ci, dans le sillage de sa révolte réelle, a utilisé Twitch, donc une plateforme numérique, pour élire leur première ministre. Et là, on voit que le numérique devient cet outil de viralité et d'horizontalité qu'il avait promis d'être. Réécrire les codes, c'est ce que Varoufakis évoquait dans une interview sur France Culture dans Le Code a changé, où pour lui, la génération native du numérique, donc la Gen Z, du numérique aujourd'hui hégémonique, cette génération peut être l'architecte de la déstructuration de leur monde et de leurs rêves, et pour en créer d'autres. Il s'agit de retourner le couteau pour blesser la plaie et entre nous, faire la paix. Enfin, même dans l'apparente immatérialité du numérique, il s'agit de rappeler et de réinsérer non seulement le corps, mais le spirituel. On entend par spirituel des rituels, des transmissions de gestes, de symboles, plus que religieux en soi. Par exemple, on constate l'œil de Fatma, qui est un symbole qu'on voit être partagé sur les réseaux sociaux, qui est un symbole apotropaique, que chacun se partage et qui interrompt le scrolling et crée un autre interstice. Ces gestes permettent de substituer au messianisme technologique d'un petit groupe un vrai sentiment de communion entre utilisateurs et utilisatrices, en créolisant des pratiques spirituelles, loin des assignations d'ensauvagement accolées au corps racisé. Merci beaucoup. Pour les participants qui vont intervenir après, malheureusement, je regarde le temps et on a un temps qui est quand même très court ici. Malheureusement, je pense qu'il va falloir réduire un tout petit peu vos interventions. Le regard solitaire n'existe pas vraiment, souvenez-vous. Nous ne sommes jamais seuls lorsque nous regardons. Notre regard résulte d'une sédimentation aussi ancienne que nos ancêtres, qui peignaient les parois dans l'obscurité des grottes. En nous vit un nombre incommensurable de traces mnémoniques, héritées de tous ceux qui nous ont précédés. Si Jacques Derrida, comme ma maman, les appelle fantômes, j'aime nommer ces sédimentations traces, car imprimées dans notre psyché, elles n'agissent pas seulement en nous, sur nous, mais aussi entre elles. Elles sont interdépendantes et s'individuent aussi indifféremment de nous, en nous et autour de nous. À ce sujet, il est toujours intéressant d'écouter aussi Roland Barthes, lorsqu'il parlait de l'intersubjectivité propre à notre perception, en référence à la lecture d'un texte, qui relève, selon lui, plus d'une intertextualité. Ces liens qui tissent notre subjectivité au moment de l'interprétation sont précédés d'une autre interaction qui nous précède et nous dépasse. Barthes nous dit qu'il faudrait ainsi plutôt parler d'intertextualité que d'intersubjectivité, car ce sont les textes qui dialoguent entre eux, à travers le temps et l'histoire, lorsque le lecteur lit. En effet, il n'est que l'élément par lequel traverse toute cette myriade d'une infinité d'écritures, je le cite, qui l'ont précédé. Cette interdépendance mnémonique, donc de mémoire, les automates numériques l'exploitent au quotidien, par le caractère réticulé, c'est-à-dire en réseau, de l'écriture en ligne de nos mémoires. À chaque fois que nous interagissons avec les automates numériques, des traces de nos comportements sont collectées. Cette ingérence du numérique sur la circulation de nos traces mnémoniques
en nous et autour de nous laissera de moins en moins d'espace libre à notre regard, de possibilités d'une échappée perceptive inattendue. Or, regarder une œuvre d'art, un paysage, un être aimé, relève autant de l'autonomie inhérente au sujet libre, aussi multiple soit-il. Encore une fois, nous ne sommes jamais seuls, qu'à l'imprévu de la conversation avec l'objet qui peut s'y développer. L'imprévu, l'inattendu, fait aussi partie de l'expérience artistique, en tout cas de l'expérience du regard. Notre regard est-il en voie de perdre sa liberté dans une société où l'économie de l'attention prospère sur la captation de données comportementales et la course à la rentabilité de cette collecte ? Notre regard, phénomène interdépendant du corps, le corps-regard, est devenu plus convoitable depuis que notre subjectivité a été progressivement fragmentée par l'offre infinie du média numérique. Quelle est cette fragmentation de notre subjectivité et de nos corps dont parle l'auteur libanais Tarek El Haris dans son essai « Leaks, Hacks and Scandals, Arab Culture in the Digital Age ». Tarek, la parole est à toi. Merci, Kader. Je voudrais revenir un tout petit peu au sujet lacanien, au sujet freudien dont vous avez commencé. Et ce n'est pas seulement que le regard qui est constitutif de l'identité s'écroule ou bien devient fragmenté, c'est qu'il y a tout un ordre du visuel, du regard et un ordre de la modernité qui est centré sur le visuel et sur le regard qui s'effondre. Et cet ordre, si on veut vraiment faire l'histoire de cet ordre, on peut aller au Quattrocento, on peut aller à la Renaissance et faire l'histoire de cet ordre et comment aujourd'hui, et c'est bien sûr, Foucault a vraiment basé toute son analyse de la modernité et du rôle des institutions pour produire ce sujet, pour produire cet individu. Et c'est ça, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que cet ordre-là, qui est une constellation, qui est le sujet, mais qui est aussi le regard, qui est aussi la relation à l'art, la relation à l'histoire qui s'effondre. Et si on peut mettre le blogueur égyptien Kader, ça c'est le blogueur égyptien Wael Abbas qui est le sujet d'un chapitre dans mon livre. Et j'ai trouvé que, en fait, ces militants, on va voir, il va être attaqué par la police et il veut affirmer sa présence. Il va envoyer à ses followers, aux gens qui le suivent sur Twitter, des bribes, des fragments de son corps. Et il va montrer sur son channel, YouTube channel, aussi des gens qui se font battre dans des stations de police et qui montrent des blessures. Alors ce qu'on voit, c'est que l'unité du sujet a été fragmentée. Cette unité qui est essentielle est devenue bribe, est devenue morcelée. Là, bien sûr, si on revient à Lacan, cet état, c'est vraiment l'état de psychose. C'est sortir, parce que l'idée de la méconnaissance, l'idée de la rencontre avec le miroir, c'est vraiment de coudre ou bien d'arranger ces fragments et les reconstituer comme un sujet qui se reconnaît ou bien qui se méconnaît. Alors là, puisqu'on est maintenant, alors il y a cet effondrement et on est rentré un peu dans les fragments. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces fragments et comment est-ce que ce sujet maintenant va se recoudre, va venir à une plénitude après cette fragmentation. Et là, c'est là la question du sacré devient très importante pour moi. Et c'est ce que aussi j'ai trouvé, c'est qu'il y a un besoin de présence et d'affirmation. Et là, j'ai trouvé ça aussi, le savoir, comment les gens savent, comment les gens ils expriment une certaine présence à travers les réseaux sociaux. Et il y a une idée du sacré, il y a une idée de voir d'un regard qui dépasse le regard intersubjectif et qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui vient du divin. Et ça veut dire les leakers, les hackers, ils savent, ils arrivent à pénétrer des systèmes parce qu'ils ont un pouvoir qui dérive de quelque chose qui vient de l'au-delà. Et les followers, il y a aussi une expérience du divin
dans ce nouveau savoir qui n'est plus un savoir laïque, qui est un savoir historique, qui est un savoir également dont Foucault en a parlé, le savoir qui crée une certaine conscience et une certaine relation à la communauté et à la collectivité. Alors pour moi, ce sacré, cette idée de montrer de la présence, et là je veux retourner un peu aux images à la Mecque, hein, qui veulent, les pèlerins qui veulent toucher l'objet sacré, toucher la pierre qui est tombée du paradis à la Mecque, ou bien de toucher la Mecque, c'est un site de pèlerinage. Alors si on veut, mais c'est prendre un selfie avec, et là on voit la photo de Mo Salah, le footballeur, à la Mecque, qui prend un selfie à la Mecque. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce désir, ce sujet fragmenté qui veut dire je suis là, je suis présent. Excuse-moi de t'interrompre, Tarek, mais il y a une chose que je voudrais juste dire, et après tu continues sur cette notion de sujet fragmenté que je trouve extrêmement importante. C'est que dans ton livre, tu expliques que depuis un moment maintenant, on a non seulement une subjectivité qui est fragmentée par l'offre incommensurable du digital, mais aussi notre position en tant que sujet est fragmentée. Chaque personne ici présente est aussi présente à un autre endroit en ce moment parce qu'elle a un email, elle a un compte WhatsApp, elle est peut-être sur Instagram, sur Facebook, et il y a cette espèce d'éclatement, de fragmentation en fait du sujet. Que toi, sur laquelle tu crées une mise en abîme avec ce blogueur qui, pour dénoncer les violences policières par la police égyptienne pendant le printemps arabe, va montrer des fragments de son corps, en fait. Et que la prise de conscience, l'empathie que ça va générer serait cette rencontre avec une sorte de moment dans l'histoire de l'humanité où, en fait, on n'est plus des corps entités, mais fragmentés, en tout cas virtuellement. Continue, Taleb. Exactement. Et là, alors cette photo qui veut confirmer une présence, qui veut dire je suis là, je suis présent, je ne suis pas fragmenté, je ne suis pas bribe. Mais ça, cette image aussi va proliférer sur les réseaux sociaux. Alors on rentre dans un cycle vicieux. Et là, si on veut vraiment commencer à penser à l'art, il y a l'art qui commence comme l'art sacré et qui se sécularise avec nos conceptions de l'histoire. Et aujourd'hui, quand on pense au musée aussi comme l'institution de la modernité aussi, qui essaie de créer une certaine conscience historique, une certaine conscience esthétique. Alors, les gens maintenant viennent, et là on peut aller à la prochaine, les gens viennent pour voir la Joconde, pas pour comprendre la Renaissance, pas pour comprendre leur relation à un certain développement historique et esthétique. Ils viennent comme s'ils viennent pour toucher un objet sacré. Et dire, en touchant cet objet sacré et en prenant une photo avec cet objet sacré, en l'illuminant avec leur téléphone portable, c'est un nouveau moment du sacré. C'est pas le sacré des dessins dans les grottes archaïques, ou bien c'est le sacré qu'on a connu et qu'on a étudié dans l'histoire de l'art, qui était à l'origine de l'art. Mais maintenant, c'est un nouveau sacré qui vient de cette ère numérique. Et le problème, c'est que cette idée de toucher l'œuvre, mais cette photo, on est rentré, il y a un nouveau manque qui s'établit, parce que ces images, d'un côté, elles veulent affirmer une certaine présence et contrer une certaine expérience de fragmentation, mais cette image va proliférer sur les réseaux sociaux et elle va exacerber cette expérience de fragmentation. C'est très intéressant, Thaler. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une position très difficile de gestion du temps. Il y a d'autres participants. Je resterai en tout cas sur ça, sur cette idée du sacré lié à la technologie, peut-être d'une certaine manière que la notion de modernité l'a portée. Et j'enchaînerai tout de suite avec la participante suivante. La principale critique de la technologie digitale est une critique de l'appropriation de celle-ci par le capitalisme sauvage, le capitalisme non régulé par des lois. La technologie numérique d'extraction de ce qui définit notre être le plus profond, le sujet humain, à partir des comportements dont les traces apparaissent à sa surface, est devenue un processus permanent, malgré les prétendues possibilités de choisir par les cookies, par exemple, que nous indiquent les outils numériques que nous utilisons. En réalité, les algorithmes qui les activent font ce qu'ils veulent. J'aimerais inviter Ramak Molavi à intervenir. Ramak, as-tu le micro ? Oui.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ajoute mes perspectives. Kader m'a prié de parler en français, alors on y va. Oui. Alors, moi, je commence par une thèse provocante. Nos démocraties vivent une dépossession silencieuse, tandis que Bruxelles adopte un texte de loi après texte de loi. Les géants technologiques mondiaux définissent déjà les règles selon lesquelles nous vivons. La régulation technologique est marquée par différentes difficultés, en partie auto-infligées, en partie résultant des dynamiques de la digitalisation et de la mondialisation. Le droit, tant au niveau national qu'européen, perd progressivement sa capacité de pilotage face au développement technologique. Une tendance générale de la déréglementation de l'économie et de la technologie a commencé aux États-Unis sur l'administration de Reagan. Les termes déréglementation et libéralisation suggestent faussement l'absence des règles. En réalité, la déréglementation signifie que les normes issues de processus démocratiques sont évincées. À leur place s'installent d'autres formes de règles, imposées par quelques fournisseurs et plateformes monopolistiques. Cela va à l'encontre du principe de l'état du droit et établit de facto le droit du plus fort, la loi de la jungle. Cela ne contredit pas une surréglementation simultanée. Nous assistons à une profilation normative croissante dans le domaine numérique au niveau européen. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, le règlement sur les marchés numériques, le règlement général sur la protection des données, que tout le monde connaît. Maintenant aussi le règlement européen sur l'intelligence artificielle. S'ajoute le Data Act, le Data Governance Act et un Digital Fairness Act qui est en discussion. Cette avalanche législative engendre une lourde charge bureaucratique et ne traite pas efficacement les problèmes réels. Passons maintenant du problème à l'analyse. Le législateur mise encore sur la capacité d'un citoyen responsable à prendre des décisions éclairées dans l'espace numérique en ligne, mais aussi de plus en plus dans le monde réel. Professeur Floridi l'appelle le on-life. Ce modèle ne fonctionne cependant plus depuis longtemps. Il s'agit d'une réglementation symbolique et non de la régulation dont nous avons besoin. L'autonomie des citoyens est systématiquement sapée. Les modèles économiques ne sont de plus en plus souvent que des escroqueries. Les plateformes présentent des hôtels qui n'existent pas en réalité, des produits qui ne sont que de l'heure, et des évaluations générées par l'intelligence artificielle ou même achetées et donc sans valeur. Les décisions des utilisateurs reposent ainsi de plus en plus souvent sur la tromperie, tandis que les fournisseurs misent constamment l'opacité et la manipulation. De plus, la volonté des citoyens est influencée par des méthodes, des domaines de gamification et des machines à sous. Des mécanismes comme les dark patterns et le deceptive design sont intégrés dans la conception d'interfaces. Celui inclut notamment des méthodes visant à obtenir un consentement de manière inconsistante, comme la conception déroutante d'échange de consentement, ou le piège à un sens unique. En anglais, ça s'appelle roach motel, dans lequel l'entrée est facile mais la sortie quasi impossible. Pensez aux abonnements Netflix ou Amazon Prime, où on s'accrive très facilement mais se résilie difficilement.
Fonctionne de même le confirm shaming, où l'utilisateur est culpabilisé lors du refus. Par exemple, avec des formulations comme « Non merci, je ne veux pas des meilleurs résultats » ou « Non merci, ma santé ne m'intéresse pas ». Les chatbots assistés par l'IA renforcent cet effet par la conduite de conversations manipulatrices, où les décisions sont orientées par des questions suggestives et des informations partiellement fournies. Ces dynamiques mènent à des actions manipulées, un usage compulsif et les symptômes similaires au comportement addictif, particulièrement chez les jeunes. Les deepfakes dont tu as parlé, générés par les IA génératifs, renforcent cet effet. Nos écosystèmes d'information sont inondés de contenus qui semblent authentiques, ce qui rend de plus en plus difficile la formation d'une opinion éclairée. Le législateur part pourtant encore de la prémisse que le citoyen, souvent réduit sur sa rôle de consommateur, soit capable, avec un peu d'information, de piloter le marché des décisions individuelles. Cela ne correspond plus depuis longtemps à la réalité. Et là où la régulation est théoriquement efficace, son respect est de plus en plus ouvertement refusé, systématiquement, justement par des grands acteurs. Cette attitude qui trouve son origine sur la culture Silicon Valley, je l'appelle le nihilisme légal techno-hégémonique. Les règles de la démocratie ne sont pas respectées. Ce refus devrait mener à un renforcement de l'application du droit, mais les autorités d'application, comme dans le cas de la protection des données, l'autorité irlandaise responsable pour les GAFAM boycotte l'application. Alors, Laurence Lessig l'avait déjà démontré. Au-delà de droit, le marché, l'architecture technologique et les normes sociales exercent un pouvoir régulateur. Dans l'univers numérique, ces normes sont dictées par des algorithmes, leur training et les politiques de plateforme. Justement, des forces co-régulatrices restent cependant largement indomptées. Alors s'ajoute à cela un problème structurel au niveau de la politique elle-même. Un problème central est l'absence d'expérience d'affectation des décideurs. Il est difficile d'imaginer qu'un politique n'obtienne pas un crédit ou ne trouve pas un logement en raison de discrimination algorithmique. Il est aussi improbable qu'il fasse l'expérience du management algorithmique dans son quotidien professionnel bien différent qu'un chauffeur Uber ou d'un employé d'entrepôt Amazon dont le bracelet lui donne une impulsion s'il travaille trop lentement. La politique est de plus un conflit d'intérêts structurel, car elle profite indirectement du non-respect des règles par des grands fournisseurs, car la collecte et l'analyse massive des données qui y sont pratiquement éveillées aussi les convoitent chez l'État, car celui-ci cherche des moyens pour piloter plus efficacement la population. Ainsi, un produit problématique du point de vue de la protection des données, comme Palantir, est utilisé par des gouvernements européens dans le domaine de la surveillance et du maintien de l'ordre. Alors, quelle conclusion en tirer ? Une régulation efficace exige l'engagement des citoyens qui approprient leur rôle et exercent une pression politique. Des discussions publiques sont nécessaires qui augmentent sensiblement de la pression dans l'intérêt des citoyens et des petites et moyennes entreprises. Il ne faut pas suivre le narratif de Big Tech selon lequel le IA apporterait forcément plus d'innovation, de prospérité et de confort pour tous. L'histoire industrielle enseigne le contraire. Les avances technologiques
ont d'abord rendu la vie plus dense, plus pénible et plus précaire pour le plus grand nombre, tout en enrichissant quelques privilégiés. Je vais devoir vraiment passer la parole parce que le micro risque d'être coupé, Ramak. D'accord. Donc merci beaucoup. Je pense qu'on a eu ton point qui est extrêmement intéressant, notamment que tu as conclu. Et j'aimerais bien donner la parole à, justement, sur cette question qui était très chère à Bernard Stiegler, dans La société automatique. La technologie ou à Derrida, c'est un pharmacone. C'est le remède et le poison. Il n'y a pas de technophobie en fait en perspective ici. Nous aimons la technologie, mais la problématique de la régulation est à inventer et ce n'est pas le cas. Je voudrais passer la parole à Ismaël Chaïb en tout cas comme dernier intervenant. Et malheureusement, Ismaël, il va falloir juste essayer de concentrer. Je fais le diapo. Pas de souci. Merci beaucoup Kader. Bonsoir à tous. Donc, je me permets de me présenter très rapidement. Je m'appelle Ismaël Chaïb. Je suis entrepreneur. J'ai passé les 17 dernières années dans la tech. J'ai commencé à coder à 16 ans. J'ai fait ma première boîte à 21 ans. Et aujourd'hui, je dirige un startup studio, une organisation qui soutient les entrepreneurs dans l'IA justement. Et l'IA, c'est un sujet qui fascine, qui interpelle tout le monde, on en parle tout le temps. C'est un sujet qui apparaît un peu magique, un peu très complexe en tout cas. Et comme tu le disais, ce qui m'a beaucoup aidé à appréhender ce sujet-là, c'est de penser l'IA comme un pharmacon, donc comme le pharmacon ultime. Donc c'est et le remède et le poison en même temps. C'est le remède. L'IA, personne ne peut nier les avancées que l'IA apporte, médecine, éducation, business, etc. Mais c'est aussi le poison en même temps. Et on l'a vu ce soir, les menaces et les risques que l'IA peut apporter. Kader, on en a parlé aussi, cette dimension d'extractivisme, d'exploitation des ressources naturelles, des populations les plus vulnérables aussi. Karen Howe, qui a écrit un livre qui s'appelle Empire of AI, en parle très bien aussi, et elle dresse ce parallèle entre les anciens empires coloniaux et les nouveaux laboratoires américains d'IA, tels que OpenAI et autres, qui, enfin, pour elle, les deux ont un discours quasi messianique, mais qui vient justifier une quête vers plus de profit à des coûts encore plus exorbitants. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a d'autres modèles de faire IA, autres que ce modèle de la Silicon Valley, que ce modèle américain? Et je pense que oui, et je me permets de partager 3 exemples d'alternatives IA. Le premier, c'est l'IA open source. Open source, c'est des logiciels, c'est des technologies qui sont libres d'accès. Tout le monde peut regarder comment cette technologie est faite. 80% de l'infrastructure Internet est construite sur des technologies open source. Le fleuron de la technologie IA en France, Mistral, a adopté cette approche open source. Et donc l'approche IA open source, c'est de permettre plus de transparence, c'est de donner un droit de regard qui nous permet à tous de voir l'entraille de la bête. Comment se fait, qu'est-ce qui se fait derrière? Et je trouve que c'est un point crucial. Deuxième exemple, c'est l'IA indigène. Il y a aujourd'hui un certain nombre de groupes de recherche de par le monde qui viennent s'inspirer de savoirs ancestraux pour créer de nouvelles approches d'IA, pour décoloniser l'IA. Notamment, un exemple, en Nouvelle-Zélande, un collectif a créé une application IA qui permet d'apprendre la langue maori. Et pour faire cela, ils ont collecté plus de 4000 heures d'enregistrement de locaux qui parlent cette langue. Donc on voit bien ici, dans cet exemple, une IA, une approche qui ne vient pas exploiter, mais qui vient transmettre, enrichir, préserver un savoir culturel. Et dernier exemple, beaucoup plus proche de nous, ici à Paris, une entreprise que moi j'accompagne avec Titri, une entreprise qui s'appelle Hike, 2 entrepreneurs français qui ont créé une plateforme qui permet aux artistes de publier leurs œuvres et de se faire rémunérer de façon plus équitable. Là où les Instagram, les Spotify de ce monde viennent vampiriser les artistes, cette plateforme-là leur permet de vraiment gagner leur vie beaucoup mieux. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'IA n'est pas utilisée pour policer ces artistes,
ses créateurs, mais l'IA est utilisée pour automatiser toutes les tâches rébarbatives. Du coup, l'artiste a plus de temps à consacrer à l'essentiel, donc son œuvre et sa création. Donc on voit bien les trois exemples, une IA qui privilégie la transparence, une IA inclusive et ici une IA conviviale. Maintenant, la question centrale pour moi, c'est comment peut-on favoriser ces nouveaux modèles d'IA ? Comment peut-on, si on reprend la métaphore du pharmacon, comment peut-on maximiser le remède et minimiser le poison ? Parce qu'on aura toujours les deux en même temps. Et pour moi, cela passe par cette notion très chère à notre ami Kader, qui est la notion de réparation. Il faut prendre soin. C'est cette notion de care à plusieurs niveaux. D'abord, à un niveau individuel, il faut s'approprier ces outils, il faut apprendre à les utiliser et après apprendre à les utiliser de façon conviviale, comme disait Ivan Illich. Il y a aussi un niveau de réparation, un niveau collectif. Il faut réparer le lien social. Là où l'IA et les nouvelles technologies divisent, il faut créer des espaces d'échange, de collaboration. Et je pense que des hétérotopies comme ce musée-là, c'est la parfaite occasion pour créer ces échanges-là. Et dernier point, c'est un point, il faut réparer le politique aussi. Je pense que l'IA, c'est tout d'abord une question politique, c'est la question de comment on répartit les gains de productivité que l'IA permet de générer. Est-ce que ces gains de productivité vont tous chez les actionnaires ou peut-on imaginer d'autres modèles de répartition plus équitable ? Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ismaël. Je vais conclure, comme je le disais au début de cette conférence, en citant le philosophe Henri Lefebvre et son œuvre écrite sur la vie quotidienne. Il est évident qu'après avoir visé notre vie quotidienne, le capitalisme d'extraction visera bientôt notre sommeil. Il a déjà commencé d'ailleurs, selon le philosophe Jonathan Crary, dont l'essai « Le capitalisme à l'assaut du sommeil » est une lecture interdépendante d'Henri Lefebvre, même s'il la suit de 3 décennies. Et de toutes les réflexions indispensables sur la conquête de nos vies par les automates numériques. Or, ce qui a échappé à notre vie quotidienne et ce qui nous permet de lui échapper, c'est cette activité particulière qui nous ramène à l'élémentaire de notre être. Ce qui lui échappe, c'est le rêve. Oui, le rêve. De la rêverie au rêve nocturne, le rêve est le dernier terrain que visera le capitalisme extracteur. Les intelligences artificielles sont peut-être déjà en train de rêver à notre insu, mais pas encore à notre place. Un artiste que j'aime beaucoup, Simon Levy, qui est un collègue à Hambourg, qui enseigne avec moi, fait rêver une intelligence artificielle avec du matériel mécanique qui provient de l'armement sur le futurisme. Voilà. Il a parlé à cette intelligence artificielle qui gère cette machine du futurisme et au lieu de lui faire faire ce que font beaucoup de modèles que vous connaissez tous ici, ChatGPT, fais-moi une œuvre futuriste, il lui a demandé de la peindre vraiment avec la vraie peinture. Elle a une palette. En s'inspirant, on n'a pas le son ici, mais on voit par les gestes du robot de la mécanisation des armes, en fait. Parce qu'encore une fois, le matériel utilisé provient de l'armement. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aussi aux intelligences artificielles utilisées dans l'armée, et notamment à la fabrication d'armes autonomes. À quoi rêvent les intelligences artificielles ? En l'occurrence, celle-ci, elle s'imagine la continuité de ce dont nous avons parlé avec Philippe Dagen tout à l'heure, et à la lumière de Musk. Toutes ces œuvres sont réalisées par ce robot à Berlin, puisque son atelier est à Berlin aussi, à Simon. Alors, malheureusement, si les intelligences artificielles se mettaient à arriver à notre place, je pense que ça ne serait pas joli. Vous voyez ?
Si, comme Lewis Mumford l'a expliqué dans son magnifique Le mythe de la machine, l'être humain a d'abord été un être onirique avant d'être habilis, manuel, alors peut-être devons-nous surtout protéger cette capacité à rêver qui fait la richesse de l'imprévisibilité, ce champ de tous les possibles, cet espace-temps de la bifurcation, terme cher à Bernard Stiegler. Bifurquer. La technologie est aussi le domaine de l'occulte. Un autre point qui a été évoqué, mais pas assez, de la contingence, de l'imprévisible. Un chaman m'a dit un jour, être possédé par un esprit étranger, c'est être dépossédé de son propre corps. Si le regard est aussi un corps-regard, alors il est important de le protéger de toute possession venue de l'extérieur, c'est-à-dire de toute dépossession par une entité étrangère qui chercherait à le coloniser, à l'habiter, et à le transformer de l'intérieur en une marionnette. L'une des solutions possibles dans notre relation à l'intelligence artificielle est d'y inclure peut-être de la spiritualité. Je ne parle pas de religion, bien sûr, mais de rêverie. Merci beaucoup